Bonsoir. La pandémie de Covid-19 continue de s'étendre dans le monde. Près de 2 millions de personnes sont désormais atteintes et plus de 121 800 personnes en sont décédées. À ce jour, 465 000 personnes sont guéries. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec près de 585 000 cas, dont plus de 24 000 décès. L'Europe reste très fortement impactée, avec près d'1 million de cas et plus de 80 000 décès. L'Espagne enregistre plus de 173 000 cas et plus de 18 000 morts. En Italie, l'épidémie se poursuit, mais ralentit, avec près de 160 000 cas et près de 20 500 morts. Ce soir, en France, nous avons passé le cap des 100 000 cas confirmés de Covid-19 et Santé publique France décompte donc 103 573 cas, soit 5 497 de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, 71 903 personnes ont dû être hospitalisées. Ce soir, 1206 établissements de santé rapportent que 32 292 personnes sont encore hospitalisées pour une infection par Covid-19. En 24 heures, 1965 nouvelles admissions ont été enregistrées. Cela représente encore une hausse, certes modeste, de 179 malades par rapport à hier, car il y a aussi beaucoup de sorties. Ce chiffre continue donc doucement à augmenter et il n'y a jamais eu autant de malades Covid hospitalisés. Cependant, il y a 6 730 patients nécessitant des soins lourds en réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans et 61% ont entre 60 et 80 ans. 95 jeunes de moins de 30 ans sont en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 275 nouveaux patients qui ont été admis en réanimation. C'est un peu plus qu'hier, mais cependant, le solde est pour le 6e jour consécutif négatif de 91 patients. La baisse des besoins en réanimation, certes encore très légère, se confirme. Il semble donc qu'il y ait moins de patients en réanimation, même si le chiffre reste très élevé, et un peu plus de patients en hospitalisation classique, soit parce que les patients qui rentrent à l'hôpital n'ont pas besoin de réanimation, soit parce que des patients sortent de réanimation, mais restent en milieu hospitalier. Dans les Outre-mer, on relève 141 hospitalisations, dont 41 patients en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est plus de 28 805 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans besoin de passer par l'hôpital. Nous surveillons aussi l'activité en ville, l'activité en population. Hier, les services d'urgence ont accueilli 1549 passages pour suspicion de Covid-19. À la suite de cette prise en charge aux urgences, 41% des patients ont été hospitalisés. Cette proportion d'ailleurs augmente avec l'âge des patients et 4% ont été transférés directement en réanimation. SOS Médecins recense 801 interventions hier pour suspicion de Covid au cours de la journée, soit 11% de leur activité totale. Enfin, les réseaux de laboratoires recensent 98 000 tests réalisés, dont 24 556 positifs, soit environ 25% de positivité. Vous le savez, nous sommes très attentifs à la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, depuis le début de l'épidémie, 5 280 établissements sociaux et médico-sociaux nous ont rapporté 39 370 cas d'infection par le Covid, 13 050 confirmés, 26 680 possibles. Et donc c'est par cette déclaration et par cette remontée d'informations que nous pouvons consolider l'ensemble des cas confirmés en France, qui est bien d'un total national, ce soir, de 103 573 cas. En ce qui concerne la mortalité, d'abord la mortalité hospitalière. 10 129 décès
sont à déplorer en milieu hospitalier depuis le 1er mars. 82% de ces décès ont plus de 70 ans. 19 décès sont survenus outre-mer, 10 en Guadeloupe, 6 en Martinique et 3 à Mayotte. Par ailleurs, nous déplorons 5600 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie le 1er mars et rattachés à l'infection Covid-19. L'essentiel de ces décès est observé en EHPAD, 5470, et 130 décès sont survenus dans les établissements médico-sociaux. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès à l'hôpital et les décès survenus en établissements sociaux et médico-sociaux, nous déplorons donc un total de 15 529 décès dans notre pays en lien avec l'épidémie. Vous le savez, en plus des décès survenus à l'hôpital et des décès survenus en établissement de type institution, il y a aussi des décès qui surviennent en ville, à domicile, et donc tous ces décès font l'objet d'une surveillance par l'INSEE, qu'on appelle de la mortalité toute cause. Cette mortalité sera disponible en détail demain, mais je peux déjà vous donner des informations concernant les premières analyses de certificats de décès, qui portent sur près de 6000 certificats de décès analysés. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 81 ans. 68% de ces personnes présentaient des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies sous-jacentes de type pathologie cardiaque, hypertension artérielle sévère, pathologie neurodégénérative, diabète ou cancer. La pandémie de Covid-19 est donc toujours active. Depuis quelques jours, nous observons un plateau, un ralentissement du nombre d'admissions et même une légère diminution du nombre de patients en réanimation. Grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce au confinement, nous avons limité la diffusion du virus. Nous devons poursuivre nos efforts, poursuivre l'application stricte des gestes barrières, des mesures de distanciation physique, toujours plus d'1 mètre, des mesures de distanciation sociale et surtout notre objectif de réduction des contacts pour freiner toujours plus vite et plus fort cette épidémie. Nous restons tous mobilisés, vous le savez, pour assurer des soins de qualité et nous sommes conscients des besoins, nous nous efforçons à chaque fois d'y répondre. Un petit point important pour le quotidien, pour lutter efficacement contre la maladie et pour éviter tout risque de transmission, les règles de gestion des déchets ont été mises en place. Il est important de mettre les masques, les mouchoirs, les lingettes, les objets contaminés ou souillés dans un double sac plastique pour les ordures ménagères. En stockant ces déchets pendant 24 heures avant de les jeter, ils ne doivent pas donc être éliminés dans un circuit dédié au recyclage. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point très important. Il est évidemment fondamental de prendre en charge correctement tous les patients atteints de Covid-19, mais il est aussi fondamental pour notre pays de prendre en charge tous les malades, qu'ils aient des pathologies aiguës ou qu'ils aient des pathologies chroniques, qu'ils aient des soucis psychologiques. Tout le monde doit être assuré d'un suivi de qualité. Les patients qui ont un problème de santé aigu, une douleur thoracique, une urgence, un accident vasculaire cérébral, une suspicion de malaise grave, doivent évidemment, si c'est une urgence vitale, appeler le 15. Si vous êtes inquiet pour votre santé, vous pouvez aussi appeler votre médecin traitant. Enfin, si vous avez une pathologie chronique qui nécessite un suivi, nous vous incitons à appeler votre médecin traitant, à contacter le service hospitalier qui vous suit, et réciproquement, j'invite également les médecins traitants, les services hospitaliers qui suivent des malades lourds, chroniques, qui nécessitent des suivis, à prendre de leurs nouvelles et à leur proposer des contacts, des rendez-vous, des bilans, et ainsi à reprendre le suivi médical indispensable. De même, grâce aux efforts collectifs de l'ensemble des acteurs de la chaîne du prélèvement et de la greffe, des patients en attente d'une transplantation continuent à être greffés malgré le contexte très difficile que nous connaissons. C'est le signe d'une forte motivation et d'un engagement que nous saluons. Bien que ralenties, les activités de prélèvement et de greffe d'organes et de tissus se poursuivent. L'Agence de la biomédecine et le ministère des Solidarités et de la Santé, conscients des besoins des patients en attente de greffe et des conséquences du ralentissement de l'activité, continuent à se mobiliser dans cette période
exceptionnelle. Nous sommes tous concernés. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Et j'insiste encore une fois ce soir, personne ne doit perdre des chances, personne ne doit être moins bien soigné en France, même si nous sommes confinés, même s'il y a une épidémie, il faut appeler votre médecin traitant et continuer votre suivi si vous avez besoin d'une prise en charge spécialisée. Une nouvelle fois, je tiens à toutes et tous vous remercier des immenses efforts que vous réalisez chaque jour, que vous soyez mobilisés auprès des malades, en soutien à tous les soignants de France, ou même chez vous, en respectant rigoureusement le confinement. Vous êtes tous très utiles et très actifs contre la diffusion du coronavirus. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avancer. Je vous remercie de votre attention. Une première question de France O. Est-ce qu'on peut envisager un assouplissement du confinement sur l'île de la Réunion, où les liaisons aériennes sont quasiment interrompues, sachant que l'épidémie semble marquer le pas depuis plusieurs jours, avec 3 personnes en réanimation lundi? Alors, le fait que l'épidémie marque le pas est une excellente nouvelle, mais le président de la République l'a rappelé, je crois, nous sommes tous confinés et des différences de prise en charge selon les territoires ne seraient pas cohérentes avec cette démarche de confinement qui est une démarche générale de réduction du risque de contact. Donc, s'il y a des territoires moins touchés, tant mieux pour ces territoires, et c'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la situation, différencier les approches selon les départements. Hospimédia, le département du Haut-Rhin a pris l'initiative de lancer le dépistage sérologique dans les EHPAD à grande échelle, sans attendre la validation définitive d'un test. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous savez que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a insisté pour que les EHPAD et nos aînés soient prioritaires pour le dépistage virologique, c'est-à-dire la recherche du virus, et c'est ce que nous encourageons dans tous les territoires. Il y a aussi des études qui se mettent en place pour acquérir des connaissances scientifiques par sérologie. L'idée est de récupérer des données de séroprévalence. Et donc je pense que le département que vous citez a besoin de récupérer des informations sur le statut sérologique des personnels et des résidents, ce qui peut aider à s'organiser différemment. Et je rappelle la grande différence entre les tests virologiques et les tests sérologiques. Les tests virologiques recherchent des personnes porteuses ou malades pendant l'infection. Les tests sérologiques n'ont d'intérêt qu'après l'infection, souvent 2 à 3 semaines plus tard, pour rechercher une immunité, pour rechercher une protection. Et donc ce sera intéressant de disposer d'informations sur la protection des personnels et sur la protection ou non des résidents pour organiser la prise en charge au sein des EHPAD. Maintenant, il y a une question effectivement sous-jacente qui est la qualité des tests. Nous avons mobilisé le Centre national de référence. Nous allons avoir des qualifications des tests dans les prochains jours pour fournir à toutes les personnes qui en ont besoin dans un cadre national des tests fiables, des tests utiles, des tests qu'on peut interpréter, qui ont un minimum de faux négatifs et un minimum de faux positifs, car là aussi la qualité de l'information du rendu du test sera utile. Mais je le rappelle, les tests sérologiques ne sont pas là pour détecter la maladie, mais bien à distance de la maladie, pour détecter si oui ou non vous avez une protection. Une autre question sur les tests. Pourquoi donc c'est l'usine nouvelle. Pourquoi la France n'arrive pas à plus tester? Est-ce un manque de production de tests en France? Et pourquoi ne parle-t-on plus d'utilisation massive de tests sérologiques post-déconfinement? Alors, on parle ici des tests virologiques, c'est-à-dire la recherche de malades. Et vous savez que le président l'a dit, l'objectif est que toutes les personnes malades puissent être testées à l'horizon du 11 mai. C'est un objectif que nous partageons évidemment depuis des semaines, puisque nous nous mobilisons pour pouvoir faire de plus en plus de tests sur le territoire national. Il y a quelques semaines, on parlait de quelques laboratoires et de quelques hôpitaux. Désormais, ce sont tous les départements où il y a au moins un laboratoire qui peut faire des tests. On est passé des tests hospitaliers aux tests en ville. On a encore ouvert à toutes sortes d'autres laboratoires qui ont des capacités, que ce soit des laboratoires de recherche, des laboratoires vétérinaires, des laboratoires départementaux, des laboratoires de police et de gendarmerie. Donc notre capacité augmente de jour en jour. Nous avons acquis des automates qui permettent de faire de très nombreux tests, environ 2000 tests par jour chacun. Donc cette capacité augmente, et cette capacité, elle sert aux malades, aux personnes qui ont des symptômes, pour savoir si oui ou non elles sont porteuses du virus. L'autre question que vous posez, c'est celle d'avoir accès aux sérologies. Et donc là encore, le président a été clair. Nous avons pour l'instant une faible part de la population
qui a rencontré le virus, et donc une faible part de la population qui est immunisée. Donc c'est une information différente, c'est une information qui peut avoir un intérêt collectif, qui peut avoir un intérêt individuel de savoir si oui ou non, en tant que profession ou en tant qu'individu, on a ou on n'a pas des anticorps qui protègent contre le virus. RFI, en fin de semaine dernière, vous sembliez affirmer qu'il y avait un lien systématique entre fin des symptômes et fin de la contagion. Or, des données en Corée comme en Chine montrent que des tests nasaux en sortie d'hôpital peuvent être négatifs et le virus peut réapparaître. Sachant cela, quelle est la doctrine en France? Quels sont les prérequis pour qu'une personne malade puisse sortir de l'hôpital? Alors, c'est une question peut-être de débat scientifique, mais il faut savoir que quand on cherche le virus, ça peut paraître étrange, on cherche en fait son patrimoine génétique, des traces de son ADN, ou plutôt de son ARN. Et donc, ce n'est pas la preuve que le virus est vivant, on l'a trouvé dans de très nombreuses infections virales. On peut garder des fragments du virus et avoir des tests qui restent positifs, notamment dans les selles. Et donc, la preuve de la contagiosité est différente de la preuve de la présence du virus. Donc, quand on fait un suivi scientifique de la charge virale, et ça a été fait par de nombreuses équipes françaises, on voit cette charge virale qui descend, la quantité de virus qui descend de jour en jour, qu'on soit en ville ou qu'on soit à l'hôpital. Donc, en ville, parce qu'on suit des patients et on les teste tous les jours parce qu'ils sont d'accord pour être testés, pour être suivis, et on voit qu'ils s'améliorent tout seuls, sans passer à l'hôpital. Et puis les plus graves, ceux qui ont été hospitalisés, notamment en réanimation, ont bénéficié aussi de ces tests, et on a vu, avec ou sans traitement, cette charge virale disparaître. Donc on a beaucoup d'éléments scientifiques en France pour démontrer que l'évolution naturelle ou l'évolution sous traitement s'accompagne d'une diminution de la charge virale, et les premiers patients qui ont été très bien suivis, il n'y avait plus de symptômes et il n'y avait plus non plus d'excrétion virale. Et donc je pense qu'il faut rassurer les Français, quand nous avons une guérison clinique stable, il n'y a plus d'arguments pour une contagiosité, ce d'autant qu'on est plus symptomatique, qu'on ne tousse plus, qu'on n'éternue plus, et donc le risque est beaucoup plus faible. Et puis surtout, c'est un renforcement, on va dire, de précaution des mesures d'hygiène que l'on demande toujours à un malade qui sort de l'hôpital ou qui sort d'une infection virale, d'être très attentif à son hygiène personnelle, au lavage des mains en particulier, comme d'habitude, comme après toute infection virale, pour éviter toute transmission. Mais il ne faut probablement pas encourager cette idée de penser que toutes les personnes qui sortent de l'hôpital restent contagieuses, parce que ce n'est pas le cas lorsqu'elles sont suivies sur la charge virale. L'agence de presse médicale, est-ce qu'on a un ordre de grandeur par rapport à la population française qui aurait contracté le Covid-19 ? Alors, c'est une question importante qui va être traitée dans les tout prochains jours. D'abord parce que nous bénéficions de modélisation, c'est-à-dire que nous estimons par des calculs mathématiques la part de la population française qui a été touchée. Ce sont des données basées sur l'activité hospitalière, sur l'activité de ville, et même sur ce que nous rapportent les médecins généralistes, qui eux aussi estiment le nombre de patients qu'ils ont pu voir ou qui ont pu être infectés. Et donc ce chiffre est probablement proche de 5 à 10% de la population selon les régions. Là encore, on a des données qui viennent d'être publiées sur l'Île-de-France, on a des données qui vont être publiées sur le Grand Est, et ces données seront probablement différentes selon les régions, d'où l'importance de bénéficier dans les prochaines semaines d'études de séroprévalence, c'est-à-dire de bénéficier de volontaires qui bénéficieront de sérologie dans le cadre d'un protocole de recherche pour savoir quelle est la part de la population qui est immunisée contre le virus. Pour Médicite, n'est-il pas risqué de rouvrir les écoles à partir du 11 mai, alors même que les restaurants, musées ou cinémas doivent encore rester fermés ? Le gouvernement fera tout pour qu'il y ait un risque le plus faible possible. Vous savez que de toute façon, l'objectif permanent avant la levée du confinement et après la levée du confinement, c'est de lutter contre la diffusion du virus. Et donc tout ce que nous avons appris ensemble, les gestes barrières, la distanciation physique, la distanciation sociale, et tout ce qui va permettre de réduire les contacts, et donc c'est une démarche qui est bien intégrée aujourd'hui à l'Éducation nationale, permet, là encore, de réduire le risque de transmission du virus d'un individu à l'autre. Nous aurons à vivre avec ces habitudes pendant encore plusieurs semaines. Une deuxième question de Médicite. L'OMS a prévenu que seule la mise au point et la distribution d'un vaccin sûr et efficace pourront interrompre la propagation du Covid-19. Quand démarreront les premiers essais cliniques pour un vaccin en France ? Alors, il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des laboratoires qui travaillent sur des vaccins.
Ce que disent aujourd'hui ces laboratoires, c'est qu'ils pourraient commencer les études de phase 1 chez l'homme au deuxième semestre 2020 pour une mise à disposition du vaccin en 2021. Donc évidemment, la France, qui est très active sur l'ensemble des protocoles de recherche médicamenteuse et en particulier vaccinale, sera certainement candidate à être un des pays qui accueilleront les essais de phase 1, donc les premiers essais chez l'homme, chez des volontaires, pour tester l'efficacité du vaccin. Pour CNews, il est question de laisser confiner les personnes âgées après le 11 mai. A-t-on des précisions sur l'âge? Quels sont les critères? Est-ce que c'est le médecin traitant qui va décider du confinement prolongé? Alors, je dirais que c'est une démarche vraiment double. Il faut que les personnes, et je crois qu'elles l'ont parfaitement compris, qui ont des facteurs de risque multiples, que ce soit des facteurs de risque liés à l'âge, on sait que la pathologie est plus grave en fonction de l'âge, ou liés à la présence d'une pathologie, le diabète par exemple, ou une obésité morbide, ou une décompensation cardiaque, ou une décompensation respiratoire, ce sont des personnes qui sont considérées comme fragiles et elles le savent, elles ont bien compris aujourd'hui qu'elles devaient être extrêmement attentives à respecter l'ensemble du confinement. De la même façon, et c'est pour ça que j'ai encouragé ces personnes à appeler leurs médecins traitants et les médecins traitants à les appeler volontairement aussi, pour qu'elles discutent ensemble, d'une part du suivi le plus adapté à leur pathologie, et d'autre part aux conditions justement à respecter pour le confinement. Donc je pense que c'est une démarche individuelle, c'est une démarche collective, puisque vous savez que le président a été très clair, il faut que nous protégions au mieux, de la façon la plus adaptée possible, les personnes les plus vulnérables. Mais donc là encore, c'est une démarche que je souhaite vraiment de confiance entre la personne qui a compris quel était son risque et son médecin traitant, d'une part pour la confiner, ça c'est important, mais aussi pour qu'il n'y ait pas de perte de chance et que tous les soins dont elle a besoin soient prodigués, parce qu'il ne faut pas non plus avoir des effets collatéraux du confinement et une perte de confiance dans le système de soins et une perte de contact avec son médecin traitant. RMC, sur les décès Covid à domicile, est-ce qu'il est possible d'avoir des remontées région par région assez rapidement? Alors, là encore, c'est l'INSEE qui étudie la mortalité toute cause. Je vous ai dit que nous avions ces données, puisqu'en pratique, l'INSEE, comme je vous le rappelle à chaque soir, a à la fois les données hospitalières, les données de mortalité en établissement et les données de mortalité à domicile. La seule chose, c'est qu'il faut laisser le temps à l'INSEE d'analyser les certificats de décès, puisque c'est sur le certificat de décès qu'est inscrit le lieu du décès. Et par ailleurs, avec la mortalité toute cause, qui sera disponible d'ailleurs demain, que je vous présenterai demain, il y a le total finalement de la mortalité hospitalière, de la mortalité en institution et de la mortalité observée en ville. Pour BFM TV, il y a une étude chinoise qui a montré que des patients guéris qui sortaient de réanimation développaient peu, voire pas du tout d'anticorps. Quelle est notre connaissance là-dessus aujourd'hui ? Alors nous étudions aussi ce sujet, puisque les patients qui sont en réanimation en France bénéficient de très nombreux protocoles de suivi intensif biologique. C'est un sujet qui est discuté au niveau international, l'apparition de l'immunité, soit après une forme bénigne, soit après une forme très grave. Et en fait, là encore, beaucoup de facteurs agissent. L'âge du patient, les pathologies dont il souffre, mais aussi le traitement dont il a bénéficié, qui peut gêner, qui peut entraver l'apparition d'anticorps. Donc tout ça n'est pas uniquement le fait de la prise en charge de réanimation, mais bien de facteurs individuels qui peuvent influer sur l'apparition ou non d'anticorps, qui, comme je vous le rappelle aussi, peuvent apparaître de façon décalée 2, 3 ou 4 semaines après l'infection. Deux dernières questions pour Diaspora News. Quelle est la procédure mise en place pour que des Français résidant dans les pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal rentrent en France en cette période de Covid-19 ? C'est un sujet qui est géré par les ministères des Affaires étrangères. Nous sommes évidemment très attentifs à la prise en charge de notre communauté française à l'étranger. Et la deuxième et donc dernière question, pourquoi certaines personnes atteintes du Covid-19 développent des symptômes et d'autres pas ? Très bonne question. C'est effectivement ce que nous souhaitons comprendre, mais qui est observé dans beaucoup de pathologies infectieuses. Pour les mêmes expositions, parfois même au sein d'un couple, un membre du couple fait une infection très grave, l'autre n'a quasiment pas de symptômes. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'immunité, il y a des facteurs que l'on est en train de découvrir sur la susceptibilité face à une infection, l'état de fatigue, la présence de facteurs de comorbidité sous-jacente. Tout ça influe
sur la gravité de l'infection. Et on voit bien que le panel, que le champ est extrêmement important entre des formes extrêmement peu sévères et d'autres gravissimes. C'était la dernière question. Merci beaucoup.